Europe 1. Europe 1 Soir. Europe 1, il est 18h40, Nicolas Poincaré. Et c'est l'heure de l'invité d'Arlette Chabot. Arlette, vous recevez ce soir Marine Le Pen. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Combien y aura-t-il de députés Front National dans la prochaine Assemblée? Écoutez, c'est les Français qui vont décider. De toute façon, il y en aura moins que ce que il devrait y en avoir si nous avions la proportionnelle. Je vous rappelle que s'il y avait la proportionnelle en France, nous aurions 100 députés. Et c'est normal, nous représentons 20% des Français. Mais le mode de scrutin... Vous ne faites pas forcément 20%, pardonnez-moi, aux élections législatives. Généralement, c'est moins qu'à l'élection présidentielle. Mais disons que 15%, ça en ferait 80, ce serait bien aussi. Le problème, c'est que ce mode de scrutin a été conçu par l'UMP et le PS pour tenter d'empêcher la véritable opposition d'entrer au Parlement, et c'est cet obstacle, ce barrage-là, que les Français doivent à tout prix faire sauter lors de ces élections législatives. Alors vous dites, il y en aura quoi? Vous espérez je ne sais pas, nous en 1, avons 2, 0. 3, 4. Nous en avons 0. Par conséquent, si on en a 1, c'est un succès, 2, c'est un Gilbert triomphe, Collard, dit-on. etc. Gilbert Collard, peut-être, dans le Gard. Peut-être un certain nombre de députés auxquels on ne s'attend pas aussi. Ouais, et vous-même, par exemple, vous pensez l'espère, être élu? bien sûr. Je me bats en tout cas pour ça. Ouais, à Hénin Beaumont, dans le Pas-de-Calais, face à Jean-Luc Mélenchon, qui sera, à votre avis, votre adversaire au second tour? Alors, ou pas? j'en sais strictement rien. Je ne sais pas, puisque un sondage vient de le donner, passant derrière le candidat socialiste. Par conséquent, je l'avais dit déjà depuis un certain nombre de semaines, sa campagne non seulement s'essouffle, mais s'effondre. Et cela se ressent dans les différents sondages qui sont effectués. Alors, il y a quand même un élément qu'on va regarder, c'est bien sûr le nombre de circonscriptions dans lesquelles votre candidat pourra se maintenir au second tour. Là, vous avez une idée à peu près ou pas? Je ne peux pas vous dire, madame, parce que ça dépend de la participation, si vous voulez. Et moi, mon rôle, comme moteur de ce rassemblement bleu marine, c'est aujourd'hui, à quelques heures de ce scrutin, de demander solennellement à tous nos électeurs qui m'ont fait confiance à la présidentielle d'aller voter aux législatives, c'est-à-dire d'aller au bout de leur effort pour la France, parce que les élections législatives sont au moins aussi importantes que la présidentielle, puisqu'il m'apparaît que l'Assemblée nationale est peut-être le dernier espace de liberté, notamment face à une Union européenne de plus en plus totalitaire, de plus en plus ruineuse, et qui encore aujourd'hui, nous en parlerons peut-être, vient de nous imposer par l'intermédiaire d'une directive l'interdiction d'user de la garde à vue pour les clandestins, c'est-à-dire en réalité nous oblige à l'impuissance face à la multiplication de la clandestinité dans notre pays. Là, il n'y aura pas de candidat du Front National. Vous ferez comme pour l'élection présidentielle, entre un UMP et un PS, vous direz vote blanc? Nous verrons. Nous verrons, je l'ai dit, il y a un certain nombre de personnalités qui, à mon sens, pour des raisons de bien commun, d'intérêt général de la population, ne doivent pas entrer à l'Assemblée parce que ils n'ont pas respecté une éthique, ils n'ont pas respecté une morale publique, parce qu'ils ont des casseroles à ne plus savoir qu'en faire, et cela, quelle que soit leur étiquette, je crois qu'il est bon de les écarter de la représentation nationale. Mais vous pourriez soutenir des candidats UMP, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône. Roland Chassaing dit, lui, par exemple, qui pourrait soutenir un candidat du Front National pour battre Michel Vauzelle, le socialiste. Eh bien, nous avons entendu M. Chassaing et nous discuterons de cela lors du bureau politique qui se déroulera le lendemain du premier tour, à savoir lundi après-midi. Vous dites, et vous avez fait une allusion tout à l'heure, si le FN rentre à l'Assemblée, ça changera tout. Qu'est-ce que ça changera si vous avez 2 ou 3 élus? Tout. Je vais vous dire d'abord parce qu'un élu du Rassemblement bleu marine, ça en vaut 100 de l'UMP ou du PS qui sont des clones les uns des autres, et parce que ça va faire sauter cette connivence insupportable qui existe à l'Assemblée nationale depuis des années, qui fait que dans le dos des Français, on leur a imposé, avec l'accord de l'UMP et du PS, une supranationalité européenne qui a vidé de sa liberté le peuple français. Nous avons, pendant la campagne présidentielle, mis le doigt sur des sujets fondamentaux. Nous avons levé des tabous sur la viande halal, sur la laïcité, sur la zone euro. Eh bien, nous ferons cela fois 100 à l'Assemblée nationale. Et croyez-moi, ils le savent, puisque ensemble, ils cherchent à obtenir que nous n'en ayons aucun. C'est donc bien que 1, 2, 3, 5, 10, c'est évidemment un bouleversement pour la vie politique française. Il y a des invisibles, des oubliés en France qui ne le seraient plus s'il y avait des députés Rassemblement bleu marine à l'Assemblée nationale. Comment vous regardez un mois après son élection, François Hollande? C'est un Jean Foutre, comme dit Jean-Marie Le Pen, parce qu'il ne vous a pas reçu, le président de la République, pour vous consulter avant le G20, ou vous avez quand même une autre opinion de lui? Ce qui est clair en tout cas, c'est que le président de la République vient de commettre un
un acte profondément antidémocratique. Parce qu'enfin, refuser de recevoir la représentante de la troisième force politique du pays, sous prétexte qu'il ne peut pas faire plaisir à tout le monde, alors que je porte des idées que je suis la seule à porter, le patriotisme économique, la priorité nationale aux Français, la protection de nos frontières, comment dire, la lutte contre une Union européenne qui nous ruine, c'est la démonstration, s'il fallait en donner une. En quelque sorte, il a fait l'aveu de la connivence entre l'UMP et le PS, le système UMPS qui essaye de se reconstituer pour tenter de lutter contre les seuls qui sont capables en réalité d'être une opposition féroce, efficace, convaincue contre les socialistes au pouvoir. Ouais. Le retour à la possibilité de partir à 60 ans pour certaines catégories de Français rétabli hier. Il y a un décret qui va sortir dans 3 semaines. C'est bien. Oui, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Vous savez que moi, je suis pour la retraite à 60 ans avec 40 annuités pleines. Non plus 41, mais 40. Et voilà, pour tout mais le 40, monde. exactement. Et pour tout le monde. Mais et pour comment cela, on paye il faut faire des économies, et notamment sur l'immigration. Je suis désolé d'en revenir à ce sujet, mais c'est une dépense considérable qui est faite par la France chaque année. On ne peut pas supporter qu'il existe encore une aide médicale d'État, l'AME, qui coûte 700 millions quand un tiers de nos compatriotes ne se soignent plus correctement. Il est insupportable de voir que les retraites ne sont pas revalorisées et qu'on demande aux gens de travailler de plus en plus longtemps, alors que l'on sait que le minimum vieillesse de 750 € est accordé à tout étranger de 65 ans qui n'a jamais ni vécu ni cotisé en France. Voilà, moi j'assume, je veux que la priorité soit donnée aux Français. Pour cela, il faut prendre des décisions, et des décisions qui rompent avec cette générosité qui me paraît absurde à l'égard du monde entier. François Hollande vient de dire qu'il est totalement opposé à la dépénalisation de l'usage du cannabis. Vous lui dites bravo, c'est oui, bien écoutez, d'avoir corrigé là, on commençait Cécile vraiment à Duflot. s'inquiéter parce qu'écoutez-moi, entre la décision de Madame Taubira de supprimer les tribunaux correctionnels et le sentiment d'impunité totale donné à des multirécidivistes de plus de 16 ans comme étant des délits très graves, entre la dépénalisation du cannabis, entre le monsieur Payon qui nous explique qu'il va falloir revoir le système de notation à l'école parce que la note est une souffrance pour l'élève. Alors là, on était revenu dans toutes les lubies 68ardes, ringardes, utopiques, absolument épouvantables et totalement inverses, évidemment, des préoccupations et des exigences, à mon sens, du peuple français. Est-ce que vous dites bravo aussi aux ministres de l'Intérieur qui viennent de décider la possibilité de remettre des frontières dans l'espace Schengen en cas de pression de migration très forte? Mais ça forte? existe, ça y est, ça fait des années que nous sommes soumis à une pression migratoire. Donc faisons-le tout de suite. Mais comment peut-on, dans le même temps, oser dire cela? C'est-à-dire que l'on va être tenté de récupérer des frontières alors que l'on accepte et qu'on a construit, et ça c'est la responsabilité de l'UMP et du PS, une Union européenne supranationale qui nous impose des directives nous interdisant de lutter contre l'immigration clandestine. Et à un moment donné, il va falloir mettre fin à cette incohérence. Et si il y a une personne qui mettra justement l'UMP et le PS face à leurs contradictions, face à leur incohérence, eh bien ce sont évidemment les députés que j'emmène avec moi et que j'espère faire entrer au Parlement, parce que somme toute l'Assemblée nationale est la maison du peuple, et que j'ai quand même le sentiment que le peuple n'y est plus le bienvenu depuis bien longtemps. Quand Angela Merkel dit qu'il faut plus d'Europe aujourd'hui, qu'à l'union budgétaire, il faut aussi une union politique et accepter d'abandonner des compétences à l'Europe. Et puis, dit-elle, il faut envisager une Europe à 2 vitesses. Vous dites, moi, j'en suis pas, Madame Merkel. Je ne me soumettrai jamais à ce diktat porté par Madame Merkel qui va consister à l'abandon définitif de l'intégralité de la souveraineté du peuple français. Le seul souverain légitime, c'est le peuple. Or, si nous acceptons cela, ce renforcement de l'Europe fédérale, eh bien, nous ne déciderons plus jamais de rien, ni de nos impôts, ni de nos dépenses, ni de qui se maintient sur notre territoire, ni des lois. À ce moment-là, autant dissoudre immédiatement l'Assemblée nationale, puisque celle-ci ne sera plus définitivement
absolument qu'une simple chambre d'enregistrement. Je ne veux pas cela pour mon pays et je combats les deux mouvements politiques majeurs qui ont construit et qui continuent à imposer ce fédéralisme européen, à savoir l'UMP et le PS. Rapidement, François Hollande, il est plus ferme à l'égard d'Angela Merkel que l'était Nicolas Sarkozy. Vous allez nous dire, UMPS, il est pareil, il va se soumettre. Ou est-ce qu'il a l'air d'imposer un peu plus ses idées? Il fait semblant parce que nous sommes en période électorale. La réalité, c'est que tant qu'il ne rompra pas avec ce modèle économique, tant qu'il ne rompra pas avec les diktats de l'Union européenne, il n'y aura rien à attendre de François Hollande. Notre système de protection sociale va s'effondrer, les cures d'austérité vont se multiplier, exactement comme en Grèce. Et je vous rappelle tout de même que M. Hollande a dit qu'il était d'accord pour les cures d'austérité qui étaient imposées aux Grecs et qui renvoient la Grèce à l'âge de pierre économique. Nicolas. Marine Le Pen, la Maison-Blanche, à l'instant, estime que la situation en Syrie est un affront à la dignité humaine après un nouveau massacre de civils hier. Est-ce qu'on peut continuer à ne rien faire? Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire surtout. Que peut-on faire dans une guerre civile? Qu'a-t-on fait en Libye et avec quelles conséquences? Avec quel avantage, à part mettre en place la charia, multiplier les milices islamistes qui sèment la terreur dans le pays et qui va probablement entraîner à terme la partition et la fin en tout cas de la Libye comme nation. On peut faire la même chose en Syrie, mais permettez-moi, mais quand la Maison-Blanche nous demande d'aller en guerre, je suis évidemment toujours très réservé parce qu'entre l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à chaque fois que les Américains prennent les armes, c'est au détriment des populations civiles et non pas à leur avantage. Une dernière question à propos d'un tract qui circule à Hénin-Beaumont où on voit Jean-Luc Mélenchon avec la moustache de Hitler et derrière lui une photo de... Vous l'avez vu ce tract? Oui, je l'ai sous les yeux, une reproduction de ce tract. Ma question c'était... Mais une reproduction, mais elle va, il est d'où Moi, c'est la question que j'allais vous poser. C'est la question que j'allais vous poser. Monsieur Mélenchon, d'où ça vient? Monsieur Mélenchon est paranoïaque. Voilà. En réalité, il voulait une bataille homérique. La réalité, c'est qu'il ne supporte pas de faire campagne. Je ne sais absolument pas d'où vient ce tract. Il y en a sur les réseaux sociaux qui tournent comme ça, des millions, dont à peu près probablement 4 ou 5 millions en ce qui me concerne. Ouais. Et M. Mélenchon adore grimer ses adversaires en nazi ou en fasciste, que ce soit d'ailleurs ses adversaires politiques ou les divers journalistes qui ont l'heure de lui déplaire. Après tout, je ne sais pas qui est responsable de cela, mais c'est probablement... La réponse du berger à la bergère, c'est peut-être un journaliste qui se venge d'avoir été traité de fasciste, peut-être. Merci Marine Le Pen, invitée d'Arlette Chabot. À demain, Arlette. À demain, Nicolas. Et Nicolas Canteloup dans un instant.